Ok, ben on se retrouve comme d'habitude dans notre petit chat. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Comment idiot de dire chat. Notre discussion euh, quasi mensuelle euh, autour de nos MOOC. Donc essentiellement avec des inscrits actifs sur les MOOC, hein, puisqu'on sélectionne les gens enfin, ceux qui reçoivent l'invitation, ce sont ceux qui sont actifs actuellement, qui sont inscrits à nos MOOC. Donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur dans ces cours, et en particulier parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Bertrand Chardonnay en ligne avec nous, qui intervient dans le MOOC Conservation des espèces sur la rubrique lutte anti-braconnage, donc en particulier sur ces sujets-là. Mais enfin, on n'est pas limité à ça non plus, hein. Mais bon, profitons de sa présence. Enfin, cela dit, on peut l'interroger sur d'autres sujets aussi parce que il connaît bien au-delà de ces aspects-là de la gestion des aires protégées. Donc voilà, je vous donne la parole, sauf si tu veux dire quelque chose, Bertrand. Écoute, oui, vous m'entendez? Mhm. Oui, bah, parfait. Bah, écoute, seulement dire bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Je vois des patronymes d'un peu tous les pays du monde. Donc c'est bien. Je vois qu'il y a quelques dames, donc ça, c'est encore mieux. Moi, je sais qu'on a raté on a raté la semaine de la fête de la femme, mais on y pense quand même et c'est quand même un très bon point. Ok, ouais, c'est vrai que je crois qu'on a, Madeleine, tu me rappelleras, le pourcentage de nos inscrites, c'est de l'ordre de, 30-40%. ouais, en tout cas moins de 40, mais un peu plus que 30, ouais. Donc c'est pas si mal dans un milieu qui est quand même encore très masculin. Enfin, en tout cas, la gestion directe des aires protégées. Autour, c'est plus ouvert, les ONG, les partenaires, etc. Donc, on a bien progressé par rapport au début. Alors, tout cela étant dit, est-ce que nos participants en ligne ont des questions, des remarques, des suggestions, des soucis? Bah, si vous n'en avez pas, moi j'en ai une pour Bertrand, un sujet d'actualité qu'il connaît infiniment bien et qui concerne cette rubrique bon, braconnage, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas d'exploitation des espèces. Et j'aimerais bien qu'il nous parle un tout petit peu de ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni sur l'interdiction de la chasse au trophée et des conséquences que ça aura ou peut avoir sur une partie de la conservation en Afrique. Oui, bon, effectivement, bon, donc ce vendredi à Londres, il y a la présentation d'un projet de loi qui va passer sur le vote, le dernier vote de l'Assemblée nationale du Parlement britannique, qui consiste en fait à interdire l'importation des trophées de chasse qui viennent de tous les pays du monde, pas seulement d'Afrique, mais en particulier d'Afrique. Et vous savez que la grande chasse en Afrique, c'est quelque chose qui a un impact territorial, donc sur l'occupation des sols, qui est assez considérable, puisqu'en fait, sur la dizaine de pays d'Afrique qui sont vraiment actifs aujourd'hui en grande chasse, ça représente environ 20% du territoire de chaque pays. Donc, c'est des surfaces qui sont quand même considérables, surtout aujourd'hui dans le contexte de la croissance démographique qui est quand même galopante, hein. Je vous rappelle qu'on a des pays comme le Nigeria qui ont dépassé les 210 millions d'habitants, on a des pays comme l'Éthiopie qui ont dépassé les 120 millions d'habitants, et le Kenya même 50 millions d'habitants, ou 60 pour la Tanzanie. Donc on a besoin certainement de place, et il se trouve que ces 20% sont peu productifs, à la fois d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue conservation. Alors, c'est un petit peu une surprise pour ceux qui suivent la conservation depuis 50 ans, ce qui ne nous rajeunit pas d'ailleurs, c'est qu'en fait, devant la démographie, et vous avez étudié dans les différents MOOC le fait que les pressions sur les aires protégées proviennent de l'homme, c'est l'homme qui détruit la nature, et donc l'explosion démographique a fait une explosion des problèmes, et donc pour contrer ces problèmes, ce qu'on essaye de faire dans le cadre, par exemple, d'un plan de gestion d'une aire protégée, on a un problème, on essaye d'y répondre. Le coût de la lutte contre ces problèmes est devenu extrêmement élevé. Et donc aujourd'hui, ce coût est supérieur à,
aux revenus de la grande chasse. Donc d'un coup, la grande chasse qui était un outil de conservation est devenue quelque chose qui n'est plus utile à la conservation dans la majorité des cas. Alors malheureusement, le système étant en place, il y a un certain nombre de pays qui essaient de faire perdurer l'activité, en particulier en donnant des quotas de chasse qui sont trop élevés. Et vous savez que chaque pays est maître chez lui, chaque pays fait ce qu'il veut, mais lorsqu'on a un accord commercial, les deux parties de l'accord doivent être d'accord, exactement comme dans un mariage, au moins dans un mariage moderne, aussi bien l'homme que la femme doivent être d'accord pour se marier. C'est quelque chose qui se fait à deux. Et donc, en fait, il se trouve que le Royaume-Uni n'est pas d'accord avec un certain nombre de quotas de chasse qui sont donnés dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et donc, c'est également sa souveraineté. C'est la souveraineté du pays africain de donner des quotas de chasse, mais c'est également la souveraineté de l'autre partie de l'accord commercial de dire qu'il les trouve excessifs, en particulier au regard de l'action de conservation positive. Et donc, c'est ce phénomène-là qu'on va voir au Royaume-Uni, donc vendredi, le 17. L'enjeu, c'est quoi? Eh bien, l'enjeu, c'est de changer de mode de gestion. On a un mode de gestion, par exemple, aujourd'hui, la grande chasse dans un certain nombre de pays, qui va vous générer moins de 1 dollar à l'hectare par année de revenus. Or, aujourd'hui, on doit avoir, pour gérer correctement une aire protégée ou une zone de chasse qui est la même chose, même si ce n'est pas forcément ou si ça n'est pas une aire protégée, environ 12 à 14 dollars. Donc, vous voyez, ce gap, cette différence entre 1 et 14 dollars, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, d'un coup, dans la majorité des cas, la grande chasse n'est plus un outil de conservation. Alors, vous me direz, évidemment, ça dépend des endroits, bien sûr, ce n'est pas du 100%, et ça dépend également de la densité humaine. Alors, pour vous donner un exemple, on cite souvent, par exemple, la Namibie. En exemple, la Namibie, c'est un pays qui a moins de 3 millions d'habitants. Bon, 3 millions d'habitants, c'est un pays qui ressemble un petit peu à ce que les autres pays d'Afrique connaissaient comme densité humaine il y a 50 ans. C'est facile de faire de la conservation. Mais par exemple, ces 3 millions d'habitants, si on considère le parc Kruger en Afrique du Sud, c'est la population qui existe à moins de 50 km du parc. Ça, c'est un problème évidemment qui est complètement différent. Et sur la démographie se joint un deuxième problème, c'est la pauvreté. Pour parler du parc Kruger, on a aujourd'hui sur ces 3 millions d'habitants, à moins de 50 km du parc Kruger, on a 46% de taux de chômage. Et donc, ces gens-là, eh bien, ils vont chercher du travail et ils vont dire que les revenus ne sont pas suffisants. Donc, un revenu qui vient, par exemple, de la chasse n'est pas suffisant pour justifier aussi bien la conservation que la lutte contre la pauvreté. Donc, voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir refaire autre chose avec ces zones. Alors, vous me direz, beaucoup d'entre elles ont déjà disparu. On a vu, par exemple, que plus de la moitié des zones de chasse en Tanzanie ne sont plus opérationnelles, ou bien plus de 40% des zones de chasse de Zambie sont devenues des champs de maïs. Hein. Donc, vous voyez, ça, le choix a déjà été fait dans un certain cas. Par qui? Mais par les communautés locales. Hein. Donc, ce choix des communautés locales est aussi quelque chose qui est très important pour l'avenir de la conservation. Donc, voilà un petit peu l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir faire autre chose à la place d'un système qui est en chute libre aujourd'hui et qu'on veut remplacer par quelque chose de plus porteur pour l'avenir. Ok, merci, merci Bertrand. Je rappelle d'ailleurs qu'on a fait avec Bertrand 2 études sur ce sujet de la grande chasse. La grande chasse et donc derrière ça le trophée, la chasse au trophée et donc la discussion qu'on a aujourd'hui sur l'importation au Royaume-Uni, mais ça n'est qu'une porte d'entrée. On a fait au cours un peu plus que 10 dernières années 2 études sur ce sujet qui sont dispo sur papaco.org et qu'on utilise dans un certain nombre de MOOC et que je vous invite à lire puisqu'elles sont très souvent reprises dans la bibliographie de justement toutes ces discussions, même au niveau parlementaire, que ce soit britannique et autres. Pour terminer avec cette histoire de chasse au trophée, et après je vous donne la parole, mais n'hésitez pas à lever la main comme ça.
vous aurez d'autant plus la parole. Je ne voudrais pas la monopoliser, mais moi j'en profite. On a Bertrand sous la main, alors c'est le moment ou jamais. Par rapport à d'autres pays, Europe ou autre d'ailleurs, hein, c'en est où le statut d'importation des trophées? Bon, là, le Royaume-Uni est en train de dire non, on ne veut plus le faire pour les raisons que tu as exposées. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait? Et si oui, bah, lesquels, et comment, pourquoi? Ou est-ce que c'est les premiers ou pas? Bon, effectivement, c'est pas les premiers. On a un certain nombre d'interdictions qui sont déjà totales, par exemple les Pays-Bas. On a un certain nombre d'interdictions qui sont partielles. Par exemple, en France, on ne peut pas rentrer des trophées de Lyon. C'est également le cas en Australie. On a des interdictions partielles également, par exemple, aux États-Unis, où les trophées de lion et d'éléphant sont très limités et doivent bénéficier à la conservation. Donc ça, effectivement, ce n'est pas facile à prouver. Ça a été bloqué pendant pas mal de temps. On a la Belgique qui a passé à l'unanimité un texte pour demander à son gouvernement de ne pas délivrer d'autorisation d'importation. Et alors là, on touche effectivement à un problème, c'est la législation européenne. Vous savez que les traités internationaux sont supérieurs aux traités dans la hiérarchie des textes législatifs aux textes nationaux. Et aujourd'hui, l'Europe l'autorise. Donc, on est obligé de prendre des textes additionnels, par exemple des tests de fonctionnement administratif. C'est le cas de la France. Hein, c'était Ségolène Royal qui l'avait pris il y a quelque temps, qui avait donné pour instruction à ses services de ne pas délivrer d'autorisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est autorisé par la loi. C'est le même point en Belgique. Et le Royaume-Uni, en fait, je dirais, surfe sur le fait qu'il est sorti de l'Union européenne. Vous connaissez tous le Brexit, ce qui lui a permis donc de s'affranchir de ce poids de la législation européenne. Mais également, le mois dernier, la Finlande a interdit l'importation de tous les trophées en Finlande, alors qu'elle est membre de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas, ça dépend après du Conseil d'État hein, dans chaque pays qui va voir comment il se positionne. Mais disons, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, et je dirais en particulier qui est une réponse à des quotas de chasse qui sont trop élevés dans certains pays par rapport aux populations qui sont vraiment sauvages. Et puis sans doute aussi une réponse politique à un changement quand même des mentalités des gens. C'est-à-dire que les importateurs, disons les pays où ces trophées arrivent, sont de moins en moins réceptifs à l'activité grande chasse, tout simplement. C'est de plus en plus vu comme une activité appartenant à un autre âge et exercée par des gens qui sont tout autant d'un autre âge et avec des pratiques qui ne sont pas forcément recommandables. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que la grande majorité, on le voit bien dans les réseaux sociaux, les gens qui s'y intéressent sont de plus en plus nombreux à s'opposer à la chasse aux trophées, et donc les partisans de moins en moins nombreux. Et pourtant, comme tu viens de le dire, tu vois, l'Union européenne, globalement, l'autorise. Donc, ne s'est pas positionné pour dire, dans au moins une position de principe, hein, qui serait envisageable, puisque très certainement, si on faisait un sondage au niveau de l'Union européenne, une très grande majorité des répondants diraient non, on n'en veut pas, même s'ils ne sont pas concernés, hein, ils sont pas, au quotidien, ils ne voient pas de trophées, etc. Mais enfin, d'un point de vue philosophique, ils diraient on ne veut pas que des gens aillent tuer des lions en Afrique pour les ramener et les mettre dans leur salon. Donc, enfin, la tête en tout cas. Et pourtant, l'Union européenne, pour prendre cet exemple, on en prendrait plein d'autres, continue à laisser faire ou à l'autoriser, quitte à ce que ça complique la vie des pays membres. Comment ça se fait? Pourquoi il y a ce décalage? Bon, je crois qu'il y a un problème politique hein, qui est clair. C'est la montée des extrêmes droites dans un certain nombre de pays et du populisme. Hein. Donc ça, c'est très difficile à contrecarrer et ça ne va pas dans le sens de l'environnement, évidemment. Hein. C'est des gens qui ont des pouvoirs très forts. Hein. Donc, par exemple, c'était quand il était au pouvoir, tous les partisans de Donald Trump. Bon, c'est quelque chose qui est difficile à faire évoluer
dans le sens de l'environnement. Bon, ce n'est pas un hasard également si la semaine passée, on a eu quelqu'un qui pourtant n'est pas connu pour être un défenseur ni de l'environnement, ni des forêts, ni des peuples autochtones. C'est Jair Bolsonaro qui a reçu un award du meilleur législateur environnemental de l'année aux États-Unis, au Texas. Ça paraît incroyable, mais effectivement, ce sont des poids forts en politique. C'est difficile de lutter contre ça. Et c'est des gens qui travaillent essentiellement, exactement d'ailleurs comme l'anti-braconnage et le braconnage, par l'infiltration du système. Ce sont des gens qui sont présents un peu à tous les niveaux et donc qui exercent leur pouvoir de lobbying pour ne pas faire évoluer les choses. Bon, il n'en reste pas moins que, par exemple, tu citais la vie des populations. Bon, les sondages en Grande-Bretagne donnent environ 88 à 90% des gens qui sont contre la grande chasse en Afrique. Alors, le problème, effectivement, c'est qu'ils n'y ont pas été. Donc, ça, c'est effectivement un autre point. Et il en reste également pas moins que dans la conscience environnementale, un pays comme la France a vu son nombre de chasseurs divisé par 2 en 25 ans. On est passé de 2 millions à 1 million de chasseurs. Bon, et je rappelle que la France, c'est 67 millions d'habitants, donc c'est quand même un pourcentage qui est relativement important. Mais ça va également dans le sens de cette évolution de la prise de conscience environnementale. D'accord. Donc, le poids des lobbies. Ce que tu n'as pas dit, c'est que Bolsonaro a reçu un award, donc un prix, pour sa qualité d'action environnementale, mais enfin, il était décerné par la plus grosse association de chasseurs des États-Unis. Donc, ça limite l'impact. Ce n'est pas un prix Nobel de l'environnement. Oui, certainement. En fait, je le disais pour dire que les défenseurs de la chasse ne reculent devant rien, effectivement, pour justifier, parce qu'ils n'ont plus d'arguments, il n'y a pas d'argument technique. Je pense que nous, dans un débat, on n'a pas à se positionner pour ou contre la chasse ou chose. On a, en tant qu'environnementaliste, on a à se positionner. Est-ce qu'aujourd'hui, la chasse est un outil de conservation? Donc, ça l'a été, effectivement. Mais le jour où les revenus de la chasse sont devenus inférieurs au coût de la conservation, eh bien, de ce jour-là, ça ne l'est plus, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est les opportunités que ça ouvre, la possibilité de changement. Et c'est là-dessus qu'on essaye de réfléchir maintenant. Ouais. Bon, c'est des vrais sujets d'actualité. Et la preuve, c'est que, comme le dit Bertrand, le vote au Royaume-Uni, c'est ce vendredi. Enfin, encore un des nombreux votes, parce que ça fait des années que cette discussion est en cours. Elle a survécu au changement de gouvernement successif, ce qui est quand même un bon signe. Mais voilà. Bon, et elle reste à faire, du coup, dans tout un tas de pays. Et j'aurais tendance à dire, pas que importateurs, pas que utilisateurs, pas que les lieux où les trophées vont, mais bel et bien les pays d'où partent ces trophées dont la plupart ont encore à faire cette réflexion et à se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur zone de chasse. Est-ce qu'ils veulent continuer? Est-ce qu'il faut transformer ces zones en autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de le dire. Parce que beaucoup disent on va remplacer ça par du tourisme, mais on ne peut pas avoir des touristes partout non plus, etc. Enfin, quand je dis tourisme, je parle de tourisme de vision, etc., etc. Donc, c'est des vrais sujets super importants, super d'actualité, et c'est important de le garder en mémoire parce que, comme dit Bertrand, dans certains pays, ça représente des surfaces très importantes qui, bon, c'était mieux que d'avoir une usine ou un parking ou des champs de maïs, mais il ne faut pas laisser disparaître ces zones qui sont restées relativement naturelles au profit de n'importe quoi, sous prétexte qu'effectivement, l'activité chasse n'y serait plus appliquée. Bon, donc, voilà, bon, je pense qu'on a bien parlé de ce sujet chasse. Alors, je reviens vers nos auditeurs pour savoir si vous avez des questions un petit peu, quelles qu'elles soient, sur le cours, sur les MOOC, sinon, moi, j'en ai d'autres pour Bertrand. Alors, ça va le faire, mais… Ah, Blaise, tu veux lever la main? Nous avons, en fait, il y a des organisations qui essaient. Le fait de chasser les animaux, cela est considéré et punissable à la peine de mort parce que la plupart des aires protégées, il y a souvent des rebelles qui essaient de déranger ces différentes aires protégées. Alors, quand on t'attrape en train de chasser des animaux, directement, on peut te fusiller
et il n'y aura pas de procès pour toi. Alors, on ne sait pas si cette pratique ici chez nous en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, aurait d'impact ou bien des considérations quant à la gestion des aires protégées. Parce que chez nous, ce que vous êtes en train de dire vraiment, ce n'est même pas autorisé dans les différentes aires protégées au Nord Kivu. Ouais. Cela peut être le cas. Ouais, Blaise, d'abord, on n'a pas entendu tout ton… Parce qu'au début, il n'y avait pas de son. Mais enfin, on a quand même entendu à la fin, on en déduit que tu es en RDC et qu'on parle d'air protégé. Là, on ne parlait pas d'air protégé, hein, on parlait de chasse. Donc, la chasse, alors, il y en a parfois dans des aires protégées, ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas impossible. Et puis, il y a tout un tas de zones de chasse qui ne sont pas des aires protégées, c'est juste des zones de chasse où on fait de la chasse. Donc, on parlait d'un aspect, d'un outil chasse, comme le tourisme. On fait du tourisme dans les aires protégées, mais on le fait aussi ailleurs, ce n'est pas le problème. Donc, voilà. Donc, je fais le complément pour pas que les autres auditeurs se disent ah ben non, on chasse dans les aires protégées. Non, non. Dans certains lieux, oui, il y a des aires protégées où une chasse durable, soutenable, avec des bons quotas, avec des bonnes pratiques, etc. Ça fait beaucoup de si, mais bon, pourquoi pas. Ça n'est pas impossible. Alors maintenant, pour répondre, alors je ne sais pas s'il y a vraiment une question dans ton témoignage, mais oui, oui, après l'application des lois, là, on n'est plus dans la chasse, on est dans le braconnage. Hein. Donc, si on parle, tu nous parlais de gens qui rentrent dans une aire protégée et qui se feraient attraper avec des proies, du gibier. Bon, ce n'est pas de la chasse. Enfin, l'action, c'est de la chasse, mais c'est quand même illégal, donc c'est du braconnage. Bon, oui, bien sûr. Là, je vais laisser la parole à Bertrand, puisque c'est lui qui faisait tout le cours sur la lutte anti-braconnage. Mais bon, c'est quand même rare qu'on en arrive à fusiller les gens, hein, heureusement. C'est quand même pas tout à fait partout. Mais bon, Bertrand, je te laisse. Oui, merci Geoffroy. Bon, effectivement, c'est une question qui est très intéressante. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels je voudrais rebondir, hein, puisqu'il nous donne cette possibilité. Alors, le premier, c'est le Nord Kivu, qui est un superbe endroit d'Afrique, hein, vraiment, et qui connaît en particulier, on parlait de démographie tout à l'heure, une des plus importantes démographies d'Afrique. Hein. On a plus de 300 habitants en kilomètre carré, ce qui est considérable, ce qui explique pourquoi il n'y a plus de grandes chasses, hein, c'est clair. On avait en particulier au Nord Kivu un domaine de chasse à Rutshuru, hein, donc au sud des Virunga, sur lequel on ne peut plus chasser. Et c'est le problème, je dirais, j'ai eu la chance d'aller de nombreuses fois en RDC, avec le plus grand plaisir d'ailleurs, et ce n'est pas un pays facile pour autant, hein, mais ces domaines de chasse qui existent, hein, dans la législation congolaise ne sont plus utilisés pour la grande chasse touristique, celle dont nous parlions tout à l'heure, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens et que ces gens ont pratiquement transformé ces domaines de chasse en zones agricoles, hein, raison pour laquelle il n'y a plus de chasse. Donc ce point de la démographie galopante qui va contrarier l'activité chasse, on en trouve, ce qu'on disait tout à l'heure, on en trouve un excellent exemple donc au Nord Kivu. Alors, le deuxième point, c'est donc le braconnage. Donc, non plus maintenant la grande chasse, mais le braconnage, qui a été mentionné par notre ami, et qui dit qu'un certain nombre de gens sont tués, on leur tire dessus quand ils braconnent. Alors là, c'est effectivement un point clé. La lutte anti-braconnage doit respecter les droits de l'homme. Là, il n'y a pas de débat. Hein, il n'y a pas de débat. Les droits de l'homme font partie intégrante de la lutte anti-braconnage. On ne peut pas s'en affranchir, en aucun cas. Alors, comment est-ce que c'est venu, cette histoire de tir entre les braconniers et les gardes? C'est d'abord venu de l'élévation du niveau de danger du braconnage et de la lutte anti-braconnage. Bon, moi, je dirais le Nord Kivu, aujourd'hui en Afrique, c'est un endroit extrêmement dangereux. Bon, moi, je sais que j'ai des amis à Beni, je n'ai jamais pu leur rendre visite. Beni est un endroit au Nord Kivu qui est extraordinairement, malheureusement, dangereux.
Donc, l'élévation de ce niveau de danger a conduit à une réaction, moi je dirais, de survie. C'est-à-dire que c'est le premier qui tire qui va survivre, hein, tellement c'est dangereux. Et donc ça, c'est effectivement un problème qui, heureusement, n'est pas général à toute l'Afrique. On n'a pas des zones de rébellion aussi compliquées que la problématique du Nord Kivu, hein, pour lequel on voit il y a réunion de chefs d'État après réunion depuis maintenant pratiquement 30 ans. Hein. Et je rappelle à ceux peut-être qui ne savent pas que le conflit au Nord Kivu, en tout cas à l'est de la RDC, est un des plus meurtriers d'Afrique. Hein. On annonce jusqu'à 8 millions de morts depuis 30 ans. Hein. Donc là, effectivement, c'est une zone très compliquée. Hein. Donc, bon, on ne va peut-être pas trop s'étendre sur le fait de faire de la lutte anti-braconnage en zone de rébellion. Hein. C'est très compliqué. Mais néanmoins, il reste cette question cruciale du respect des droits de l'homme par les équipes anti-braconnage, et c'est très important. Hein. Alors, il y a un autre problème qui se joint là-dessus, c'est que tout le monde n'aime pas faire de la lutte anti-braconnage. Et en particulier dans l'encadrement des équipes anti-braconnage, on va retrouver un certain nombre de personnes que moi je qualifierais d'aventuriers. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont mercenaires un peu dans tous les pays du monde et qui vont au gré des contrats à gauche et à droite. Hein, et ils ne savent plus très bien s'ils font la guerre. Alors, c'était en Irak pendant quelques années. Ça peut être en Ukraine ou ailleurs aujourd'hui. Hein. Et puis, tout d'un coup, ils ont un contrat de 3 mois ou 6 mois dans une aire protégée d'Afrique et ils font un peu la même chose. Hein. Donc, ça aussi, c'est un problème. Hein. Et donc, les droits de l'homme, ça commence d'abord par un état de droit, hein, dans le pays. Et moi, il me semble en tout cas que chaque pays ne devrait pas déléguer son état de droit à quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment au pays de faire sa propre maintien de l'ordre dans son pays. Mais également, il faut donc toujours penser que quand on parle de lutte anti-braconnage, on va toujours croire que c'est des armes. La lutte anti-braconnage, ce n'est pas seulement des armes, hein, c'est un travail d'équipe. Et on ne peut pas faire de lutte anti-braconnage si, par ailleurs, on n'a pas d'autres actions. Hein. Dans une équipe de football, on n'a pas seulement le gars qui pousse le ballon au fond du but. Hein. On a beaucoup d'autres gens. Et les armes ne sont qu'un point. Et moi, je dirais qu'ils sont là normalement, hein, pour faire de la dissuasion. Alors, la dissuasion, c'est quoi? Eh bien, c'est faire peur, mais pas s'en servir. Hein. Et donc, ça, c'est un des problèmes clés quand on monte une stratégie de lutte anti-braconnage, c'est d'avoir une dissuasion suffisamment forte. C'est-à-dire, on est craint, on est respecté, mais l'objectif est de ne pas se servir des armes dont on dispose. Oui, merci Bertrand. Je pense que c'est vraiment aussi une problématique très importante, cette histoire de sécurité et du rôle des aires protégées, au-delà de cet aspect qu'on vient d'aborder, mais du rôle des aires protégées dans la sécurité de certaines zones, et on le voit de plus en plus en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais pas que. Hein. Donc, j'en profite pour aussi rappeler qu'on a fait justement une étude un petit peu qui analyse cet aspect, ce lien qu'il peut y avoir entre maintenir la sécurité dans une partie d'un pays et protéger des aires protégées qui se trouveraient dans cette même partie. Et cette espèce de confusion des genres qui fait que, comme l'a dit Bertrand, aujourd'hui, sont employés dans des aires protégées, finalement des gens qui n'ont rien à voir avec les aires protégées, mais qui font la guerre, ou qui l'ont faite, ou qui la feront, dont c'est le métier. Alors, dans des cas très particuliers dont on vient de parler, le Kivu, ok, comme l'a dit Bertrand, c'est une zone complètement à part. Heureusement que toute l'Afrique n'est pas comme ça, parce que sinon, ça serait catastrophique. Mais donc, dans ce cas particulier d'extrême violence, etc., il y aura de toute façon des débordements dans tous les sens. Heureusement pour nous, le reste de l'Afrique est quand même relativement calme, même les zones où il y a, comme l'Afrique de l'Ouest, de gros problèmes, on arrive quand même à avoir une situation un peu plus apaisée. Et d'où l'importance de ne pas faire dériver les aires protégées comme des outils finalement de répression contre les groupes terroristes, contre les opposants, contre les populations locales et à la fin contre tout le monde.
et on isole les aires protégées, on en fait des zones que personne n'aime, pas plus les terroristes que les populations locales, parce que finalement, on ne fait que les traiter à coups d'AK-47, et ce n'est pas à coups d'AK-47 qu'on construit une certaine affection pour ces territoires. Et je termine là-dessus, parce que je le fais souvent quand je suis en cours, pour rappeler à nos auditeurs, surtout africains, que la lutte anti-braconnage, comme l'a dit Bertrand, c'est important, il en faut, hein, et souvent il en faut. Mais d'abord, c'est qu'un morceau. Et puis, dans tout un tas d'endroits du reste du monde, c'est totalement secondaire. Et la plupart des gardes dans la plupart des pays du monde n'ont pas une arme à la main quand ils vont dans les aires protégées. Et comme il y a des lois, il y a des textes de loi, il y a de la police, mais le garde n'est pas là pour mitrailler les gens qu'il rencontre ou les arrêter ou les tabasser, etc. Donc le problème, c'est que souvent, en Afrique, on a une vision un petit peu étriquée de ce que c'est que d'accompagner la gestion d'une aire protégée, parce que dans quasiment tous les pays, pour ne pas dire tous, ce sont des corps habillés qui font régner, qui font la gestion des aires protégées, donc des corps en paramilitaire ou militaire, avec des armes et des galons, hein, sur les épaules. Bon, ben, ça change la vision qu'on peut avoir de la gestion du territoire. Mais c'est pas cette seule vision, ce n'est pas celle qui s'applique. La plupart des aires protégées du monde ne sont pas gérées par des corps habillés, et de loin. Elles ne sont pas gérées du tout par des gens en uniforme ou avec des armes. Donc, c'est un peu une anomalie sur le continent africain, si je puis dire, à l'échelle du continent. Mais bon, 8600 aires protégées en Afrique sur les 270 000 qu'il y a dans le monde. Donc, il ne faut pas tout ramener non plus. Enfin, je parle dans le cadre de notre discussion et dans ces cours, dans ces MOOC qui veulent aussi élargir la perspective. Même tout ce qui se passe dans les 8-9 000 aires protégées d'Afrique, ça n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe au niveau des 270 000 aires protégées du monde. Il faut aussi aller regarder ailleurs ce qui se fait pour peut-être s'en inspirer, parce que bon, sinon, on s'enferme dans ses propres schémas et on reste dedans. Oui, Bertrand, tu as levé la main? Oui, je voulais rajouter un petit mot là à ce que tu disais tout de suite, hein. On n'est pas obligé d'avoir des armes pour faire de la lutte anti-braconnage dans certains cas. Et l'objectif, effectivement, c'est d'arriver à s'en passer. Alors moi, je voudrais donner un exemple que j'ai vu il y a quelques mois, que je trouve très intéressant. Alors vous avez peut-être vu dans les nouvelles, les réseaux, la presse, etc., ou à la télé, qu'il y a une équipe féminine qui fait la lutte anti-braconnage dans une réserve en Afrique du Sud qui s'appelle Baloulé, qui est juste sur la partie ouest du parc Kruger. Et donc, ces femmes qui s'appellent les Black Mamba, donc les mambas noirs, le serpent le plus dangereux d'Afrique, et font la lutte anti-braconnage sans armes. Alors, les gens ont dit, oh bon, qu'est-ce qu'elles font? Elles se promènent et tout ça là. En fait, non. Quand la stratégie de lutte anti-braconnage a élevé le risque, qui est tellement important qu'on ne peut plus braconner, on peut faire la lutte anti-braconnage d'une façon différente. Alors, élever le risque, c'est quoi? Par exemple, on a ce centre, cette réserve, elle est entourée de bien d'autres. Et pour qu'un braconnier vienne, il faudrait qu'il traverse toutes les autres réserves avant sans se faire prendre. La probabilité est quasi nulle, hein. Il va toujours se faire prendre avant. Donc, vous voyez comment un aménagement du territoire, parce que là où il y a le plus d'animaux, c'est au centre d'un espace et qu'il faut d'abord que les braconniers traversent l'ensemble de l'espace, hein, pour y parvenir. Et donc, en traversant ce grand espace, ils vont être détectés et ils vont être attrapés. Eh bien, on arrive au centre, là où il y a le plus d'animaux, où on n'a pratiquement plus besoin d'armes. Donc, vous voyez comment une stratégie, en mettant en place un aménagement du territoire et des moyens efficaces, arrive à faire utiliser des moyens qui étaient impensables, hein. Moi, je sais que dans certains pays d'Afrique, quand on leur dit il y a une équipe de femmes qui fait la lutte anti-braconnage sans armes et c'est très efficace, ils se disent c'est impossible. Non, quand on analyse, on voit que c'est un très bon résultat. C'est le résultat d'une stratégie qui est pensée, qui commence par une stratégie d'aménagement du territoire. Et donc ça, c'est un point très intéressant, je trouve, pour bâtir des stratégies de lutte anti-braconnage un peu partout en Afrique. Merci. D'autres questions sur ce sujet brûlant du braconnage, hein? On avait commencé par la chasse, mais là, on est rentré dans un sujet qui, en général, concerne, comme je le disais d'ailleurs, pour la bonne raison que la plupart des gens sont justement recrutés pour ça. Franz? Oui, bonjour. Bonjour.
Je suis France du Cameroun, géographe environnementaliste et par ailleurs professeur du lycée. Et j'ai notamment travaillé sur la réserve du Dja dans le cadre de mon master 2 en dynamique de la biodiversité et risque. C'est vrai que je voudrais revenir au niveau justement de la chasse au trophée. C'est vrai que j'ai pris le MOOC un peu en retard, mais j'ai retenu en termes de phrases clés que le coût de la chasse au trophée, du moins les coûts de la chasse au trophée sont devenus inférieurs au coût de la conservation. Du coup, la chasse au trophée a mauvaise presse de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, je voudrais faire une observation et poser une question aussi, à savoir que ici au Cameroun, par exemple, on a des zones d'intérêt synergétique, c'est-à-dire des territoires qui ont été aménagés pour la chasse. Et la chasse au trophée représente d'importantes rentrées de fonds pour l'État. Et le problème qui se pose, c'est que lorsque des touristes viennent pour effectuer la chasse au trophée et qu'ils payent, ça peut se chiffrer en termes de plusieurs millions de francs CFA, les revenus des capitaux sont reversés dans le trésor public et naturellement ne reviennent pas toujours au niveau de la zone, ou du moins ne sont pas réorientés vers la conservation. Donc, il y a déjà un problème de redistribution des ressources. Et ce n'est pas tant la chasse, du moins les prélèvements de la chasse sportive qui m'inquiètent, puisqu'on n'est plus à l'époque où on prélevait des têtes, des trophées à coups de milliers, en nombre de milliers. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement les revenus, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait des fonds des revenus qui émanent de cette chasse dite sportive. Donc, il y a un problème déjà interne ici, à savoir que les ressources ne sont pas bien distribuées, c'est-à-dire ces revenus-là ne sont pas orientés vers les efforts de conservation. Et du coup, on va se rendre compte qu'au niveau des aires protégées, la multiplicité des projets financés ex situ, des projets financés notamment par l'Union européenne, fait que parfois l'État et les populations locales restent dans une léthargie, c'est-à-dire ils attendent aisément que les efforts, les financements de la conservation viennent de l'extérieur, alors que ces régions-là, comme d'autres régions, devraient recevoir des financements pour le développement local, au même titre qu'une ville, au même titre qu'une région qui n'a pas véritablement d'intérêt de conservation, etc. Donc, je pense qu'il faudra avoir une vue holistique, une approche globale sur la question de la chasse, qui n'est pas tant le fait de la chasse elle-même, mais plutôt le fait des systèmes internes aux États, c'est-à-dire comment les États repartissent les ressources, vu que la chasse au trophée, les niveaux de prélèvement de la chasse au trophée ne sont pas comparables au niveau de prélèvement de la chasse locale et même du braconnage. Il faudra aussi regarder cette question des systèmes internes aux États, comment ils gèrent cette question de la chasse sportive-là. Est-ce que les ressources même si elles ne sont pas suffisantes, sont effectivement orientées vers les efforts de conservation. Donc, et ma question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens d'atténuer les coûts de la conservation, peut-être dans l'achat de matériel ou le personnel. Comment est-ce qu'on peut essayer d'atténuer les coûts des efforts de conservation, puisque l'importation du matériel, véhicules, etc., GPS, ça coûte cher. Donc, comment on peut justement atténuer ces coûts de conservation qui naturellement deviennent de plus en plus élevés avec l'augmentation du pétrole, de l'énergie, etc. Donc, c'est un peu cette question-là que je poserai pour ne pas garder plus longtemps la parole. Merci. Merci. Bertrand? Oui, ok. Bon, merci beaucoup pour cette question qui nous vient du Cameroun. Bon, j'ai eu la chance également de passer un petit peu de temps
au Cameroun. J'ai même vu d'autres Camerounais ou au moins une Camerounaise sur la liste des participants. Bon, en fait, là, il y a évidemment beaucoup de choses dans votre question. Merci. Le premier point, c'est que quand on dit la chasse rapporte un budget qui est important, quand on analyse, il est important de mettre des chiffres. Donc, si on passe aux chiffres, bon, moi, il se trouve qu'en particulier, on va parler du Nord Cameroun que je connais bien. Les zones de chasse, donc vous avez parlé des zones d'intérêt synergétique, bon, qui sont les zones de chasse touristique. Ça représente pas loin de 2 millions d'hectares au nord Cameroun et le revenu global de la chasse est de 2 millions d'euros. Donc, on voit tout de suite qu'on est autour de 1 euro par hectare, alors qu'on aurait besoin de 12 ou 14 pour en assurer la gestion. Bon, donc déjà, on voit que ça ne va pas. Et alors, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, quand on regarde les zones de chasse du Cameroun, eh bien, la grande majorité ne sont plus opérationnelles. Hein, bon, moi, je dirais aujourd'hui, des bonnes zones de chasse, bon, vous êtes Camerounais, vous les connaissez comme moi, la 16, la 18 bis, la 12, et puis ça ne va pas beaucoup plus loin, hein, comme chose. Donc, on a cette question de montant. Quand on est déjà sur du 1 dollar à l'hectare, 1 euro ou 1 dollar à l'hectare, bon, on ne va pas aller très loin. La deuxième chose qu'on voit dans votre question, c'est que cet argent va aller dans le budget national. Bon, pourquoi? Parce que c'est conçu au départ comme une taxe. Hein, et les taxes retombent dans le budget général de l'État. Et donc, ça va servir aussi bien à boucher les trous à Yaoundé qu'à payer un fonctionnaire à Douala ou à Bafoussam. Hein. Donc ça, effectivement, c'est le problème que vous mentionnez. Ça ne va pas servir la conservation. Toutefois, même si ça allait à la conservation, ça ne serait que quelques pourcents de ce dont on a besoin. Hein. C'est là que vraiment le bas blesse, si je puis dire. Alors ensuite, vous avez mentionné les différents projets et l'État qui n'est pas forcément leader. Moi, je dois dire que pour avoir travaillé au Kenya, j'ai respiré une bouffée d'oxygène en arrivant au Kenya parce que le gouvernement kényan a réussi à se positionner d'une manière très intéressante. Ils n'attendent pas que les projets tombent et qu'un bailleur vienne avec ses idées, son argent et ses hommes faire ceci ou cela dans un pays. Le Kenya a fait une stratégie de conservation de la nature et de la faune sauvage. Et ils ont alloué, bon, le budget évidemment au Kenya est assez important puisque on tourne autour de 2 milliards de dollars. Alors, je parlais de la chasse au Cameroun qui fait 2 millions d'euros. Au Kenya, on est sur du 2 milliards de dollars par an de revenus. Et donc, cette stratégie, elle a un certain nombre de lignes et toutes les lignes doivent avoir un financement. Mais c'est le Kenya qui dirige. Le Kenya met les financements sur un certain nombre de lignes et ensuite, il va voir les bailleurs et il leur dit, voilà, moi, j'ai cette ligne budgétaire qui n'est pas financée. Est-ce que ça vous intéresse de la financer? Et le bailleur, il fait un chèque. Et point final. Le reste, c'est le Kenya qui fait. Et c'est très bien. On est là. Aujourd'hui, le Kenya est un des rares pays d'Afrique où il n'y a pas de braconnage de rhinos, où la population d'éléphants est en croissance, malgré le fait qu'il y ait 52 millions d'habitants. Hein, la majorité des pays d'Afrique, quand ils auront 52 millions d'habitants, je ne sais pas ce qu'ils auront comme animaux. Hein, il n'y aura pratiquement plus rien. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qui font que le financement se passe d'abord avec un leadership du pays. Hein. Et donc, cette responsabilité, bon, ben, c'est à vous hein, de le faire, de faire prendre conscience à chaque pays qu'il a le leadership et il doit établir et trouver les financements pour sa propre stratégie. Ça, c'est un point clé. Pourquoi? Parce que l'environnement a été oublié pendant des années. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que bon, ben, si on n'a pas d'environnement, si on n'a pas d'air, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas des sols corrects pour produire de l'alimentation, eh bien, on ne va pas vivre. C'est une fonction régalienne et c'est un bien public mondial. Donc, on a plusieurs choses. Ça, c'est vraiment le propre de l'État. Donc, l'État doit faire une stratégie et comme disait notre ami qui posait la question, c'est à l'État de faire la bonne stratégie aujourd'hui. Hein. Moi, je vois les stratégies d'il y a 50 ans ne sont pas du tout adaptées aujourd'hui hein, à la majorité des cas. Pour revenir aux ZIC là, de notre ami du Cameroun, les ZIC, elles ont été faites par un Français en 1964. C'est Pierre Flizeau qui les a fait. Mais moi, je trouve ça un petit peu étonnant
qu'aujourd'hui, le Nord Cameroun, qui est le pays, la région du Cameroun qui est la plus importante pour le coton, qui est la plus importante pour l'élevage bovin, et en plus qui est plein d'or dans toutes ces rivières, il soit dirigé par un gars qui est mort depuis longtemps, qui s'appelle Pierre Friseau, et qui a fait ça en 1964, 4 ans après les indépendances. Pour moi, ça me paraît totalement incohérent. Donc moi, je trouve que les Camerounais devraient se mettre autour d'une table et dire, bon, ben, écoutez, on est en 2023, on fait une stratégie pour les 20 prochaines années, jusqu'à 2043. Bon, ce qu'a fait notre ami Pierre Friseau, très bien. Bon, c'est comme toutes les traditions, on les respecte. Mais est-ce qu'une tradition est vraiment le meilleur moyen d'affronter le futur? Ce n'est pas sûr. La tradition, elle a sa valeur parce qu'elle elle a façonné notre culture, notre mode de vie, notre mode de pensée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va nous amener vers les années 2050? Ça, c'est moins sûr. Donc, il y a cette réflexion qui est importante à faire et qu'il faut faire. Et quand on arrive au financement, eh bien, on verra qu'effectivement, la chasse, elle n'apporte pas son financement. Et puis, on a un deuxième problème avec la chasse, c'est que quand vous tuez un animal, que ce soit pour le manger ou pour accrocher le trophée au mur, c'est un bien privé. Il est à vous. Or, un financement international, tous ces gros financements, vous parliez de l'Union européenne et autres, ça, c'est pour des biens publics. De l'argent public, c'est pour des biens publics. Et donc, l'argent public ne peut pas financer la chasse. Et donc, ça, c'est un autre problème sur lequel on tombe, qui fait qu'on a une évolution dans le temps. Mais moi, je comprends très bien mes amis du Nord Cameroun. Bon, moi, je suis vétérinaire au départ. Moi, j'ai une sensibilité particulière pour les éleveurs de bovins, bon, qui sont vraiment omniprésents au Nord Cameroun. C'est la meilleure zone de pâturage. Et après, on descend encore en allant vers Ngaoundéré ou vers Fumban, c'est encore la même chose. On a encore d'autres éleveurs, toujours full B, avec d'autres types de bovins. Mais ça rapporte 10 000 fois plus que la chasse, raison pour laquelle ils ont pris. Le coton va rapporter 10 000 fois plus également. Le mil, le sorgho, le maïs vont rapporter 10 000 fois plus. Donc, il faut mettre tout ça en balance pour pouvoir bâtir cette stratégie, en particulier de l'aménagement du territoire. Ouais, et donc Bertrand, la question qui se terminait, parce que il y avait quand même, il y a quand même une façon non pas de boucler la boucle, mais de rapprocher les deux extrémités de la ligne que nous proposait Frantz, qui était de diminuer les coûts de la conservation. Si on considère que la grande chasse, effectivement, ne rapporte pas assez à l'hectare, donc ne couvre pas les coûts de la conservation nécessaires pour pratiquer la grande chasse, c'est tout ce qu'on dit depuis le début. Est-ce qu'il y a des moyens de limiter, de diminuer le coût de la conservation? Et prenons l'exemple de cette zone du Nord Cameroun, qui est remplie de parcs fantastiques. Donc, voilà, c'était sa question finalement. Voilà, bon, tu as bien fait de le rappeler. Bon, la question était tellement riche qu'effectivement, j'ai oublié l'essentiel. Bon, ce qui m'arrive souvent. Non. Alors, la question est, est-ce qu'on peut diminuer les coûts? Alors, je dirais, vous vous rappelez comment a été conçue la lutte anti-braconnage au départ? On a une équipe de garde, ils partent sur le terrain et donc ils trouvent des informations et ils voient des braconniers, ils essaient de les arrêter. Donc, on a une personne, un métier. C'est un métier, le garde, ce qu'on appelle maintenant l'éco-garde. Aujourd'hui, on a eu une évolution qui fait que, de la lutte anti-braconnage qui fait que le coût a augmenté. Alors, quelle est cette évolution sur les métiers? Aujourd'hui, quand on forme en anti-braconnage, on ne forme pas seulement des gardes. Bon, je dirais, un des problèmes qu'on a, alors je reviens à mes amis les mercenaires, là, dont je parlais tout à l'heure, j'espère qu'ils ne sont pas à côté parce qu'ils vont me tirer dessus, encore, je dirais. Et alors, eux, ils forment des gardes. Alors, ça commence par, ils font des footings, après, ils font des pompes, après, ils les apprennent à marcher au pas, après, ils les réveillent à 2 h du matin en leur balançant des seaux d'eau sur la tête pour aller faire des courses sans boussole dans la nuit, et ils pensent qu'ils ont formé des gardes. Non, aujourd'hui, la lutte anti-braconnage, c'est plein de métiers, ce qui fait que ça coûte cher. On a le garde, mais moins qu'avant. On a des systèmes de détection qui sont l'essentiel. C'est-à-dire que la lutte anti-braconnage, si vous analysez bien le mot en français, ce n'est pas la lutte anti-braconnier. Ce n'est pas le braconnier qu'on veut arrêter, c'est le braconnage. Pourquoi? Parce qu'on veut
qu'il n'y ait pas de destruction de l'animal. Donc, c'est bien le braconnage. On veut empêcher sa mort, on veut empêcher le braconnage. Donc, il faut détecter avant même que le braconnier soit arrivé. Et pour détecter, on a besoin de moyens, ça coûte cher. Alors, on a en particulier, bon, notre ami nous parlait du Nord Cameroun, donc là, c'est de la savane. En savane, on ne peut pas faire de lutte anti-braconnage si on n'a pas d'avion. Sans aérien, alors bon, ça peut être couplé avec des drones aujourd'hui, etc., mais sans aérien, on ne va pas pouvoir. Alors, je donne un exemple. Au Kenya, ils ont un ratio qui est toujours utile pour faire des programmations, des planifications. On a un ratio qui est de un aéronef, comme on dit en aviation, c'est-à-dire un avion, un hélicoptère ou un ULM pour 200 000 hectares. Ça veut dire que, par exemple, pour ce qui est du Nord Cameroun, 2 millions d'hectares, il faudrait qu'on ait 10 avions qui décollent tous les jours pour faire de la lutte anti-braconnage. Est-ce qu'on les a? Non. C'est pour ça que ça ne marche pas. Le coût, il est important parce que 10 avions, ça a un coût. Hein. Donc ça, c'est un point. On a la deuxième chose pour savoir, c'est le renseignement. Avant, on n'avait pas beaucoup de services de renseignement. Mais on a considérablement, depuis quelques années, développé les services de renseignement. Bon, vous êtes tous des spécialistes de la conservation, donc je ne vous apprends rien en vous disant que le renseignement, c'est au moins 3 types d'activités. Il y en a d'autres, mais au moins 3. Le premier, c'est quoi? C'est l'informateur qui va recueillir, écouter quelque chose et le transmettre. Alors, le grand classique des informateurs, c'est le gars qu'on envoie dans un bar. Pourquoi dans un bar? Parce que dans un bar, les gens boivent de l'alcool. Et quand ils boivent de l'alcool, comme dans tous les cas, ils parlent trop. Ils disent des choses qu'ils n'auraient pas dit s'ils n'avaient pas bu. Et donc, vous mettez quelqu'un dans le bar, il va entendre des choses, et en particulier des gens qui se vantent. « Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu ça, je vais faire ça. Hein » Et donc, ça, vous l'entendez, vous le transmettez. Ça, c'est l'informateur. Vous avez la deuxième chose, c'est l'infiltré. Mais cet informateur, il faut le payer. Et peut-être aussi, il va consommer hein, pour passer discrètement. Hein. Donc là, il faut le payer, ça a un coût. La deuxième chose, c'est l'agent infiltré. Parmi les braconniers, vous allez mettre quelqu'un qui va savoir et qui va vous transmettre l'information. Ça, il faut le former, il faut le payer, il faut l'entretenir. Ça a un coût. Et vous avez le troisième genre de choses, c'est ce que nous, on appelle entre nous les numéros verts. Bon, c'est un numéro de téléphone gratuit. Tout le monde a maintenant un téléphone. Hein. C'est un numéro de téléphone gratuit que vous appelez en disant « Attention, j'ai l'impression qu'il va se passer du braconnage à tel endroit. Hein. » Et donc ça, vous appelez ce numéro et vous avez donné une information anonyme. Vous ne donnez pas votre numéro, on ne vous prend pas votre numéro de téléphone. Et si votre information est vérifiée, si elle est juste, vous allez recevoir de l'argent sur votre téléphone. Alors, au début, c'était évidemment seulement du crédit téléphonique. Maintenant, dans pratiquement tous les pays, suite toujours au Kenya qui a mis en place les systèmes de M-Pesa et autres, là, bon, on peut payer avec son téléphone pour recevoir de l'argent. Ça a un coût également. Hein. Donc, vous voyez la détection, que ce soit par les aériens et autres, ou bien par le système de renseignement, ça a également un coût. Maintenant, on a la première question. On nous disait que les gens tirent, que c'est dangereux la lutte anti-braconnage. Oui, c'est dangereux. Le petit garde qu'on avait avant, qui était un sympathique garde-chasse, lui, s'il se trouve devant 20 rebelles, comme ceux qu'on a au Nord Kivu, qui sont armés, il ne va pas aller les tuer. Hein. Il ne va pas aller les tuer. Il va falloir avoir une équipe d'intervention rapide qui sont quoi? Qui sont ce qu'on connaît, qui sont des forces spéciales. Et les forces spéciales, ça a un coût. Hein. Ils vont débarquer en hélico de combat. Ça va être le plus souvent une équipe mixte avec des militaires ou des policiers. Hein. Tout ça, ça a un coût. Et donc, vous voyez, c'est ça qui fait que le coût de la conservation a considérablement augmenté. Maintenant, après, si on a trop de gens, on va être obligé de mettre une clôture. Hein, cette clôture aussi, ça a un coût. Et puis ça, c'est la main droite. On a l'autre main. L'autre main, c'est quoi? C'est la conservation communautaire. On ne peut pas interdire quelque chose si on n'autorise pas autre chose en même temps. Hein. Donc ça, c'est un point clé. Le coût de l'autorisation, elle est importante. Et l'autorisation, c'est quoi? Eh bien, c'est la conservation communautaire, c'est les activités génératrices de revenus, c'est les possibilités de faire des choses à certains endroits. Ça a un coût et ça vient en plus de la conservation
du coût de la lutte anti-braconnage. Et c'est pour ça que tous ces coûts font que ça dépasse considérablement les moyens qui étaient recueillis auparavant par la chasse ou même par le tourisme. Voilà en quelques mots. Merci. Alors, bon, tu n'as pas vraiment répondu à la question qui était comment on va diminuer les coûts, parce que tu en as ajouté des couches. On ne va pas les diminuer. Voilà, la réponse, c'est on ne va pas les diminuer. Voilà, ouais, on ne va pas les diminuer. Après, moi, j'ai une réponse. Je vais te donner la parole, Bill Kissou. Tu seras d'ailleurs la dernière, parce qu'on arrive au bout. Mais juste pour commenter sur ce que vient de dire Bertrand, il y a aussi ce dont on a parlé avant. Bon, c'est une discussion super intéressante qui pourrait durer toute la journée. Il y a tous ces aspects de lutte anti-braconnage qui font que les coûts de conservation sont importants. Et c'est vrai que c'est important dans tout un tas d'endroits. Et au nord du Cameroun, on a vu dans le Kivu, c'est compréhensible. Mais maintenant encore, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas partout que la lutte anti-braconnage est le plus important. Ce n'est pas partout qu'il faut forcément investir sur des gardes, etc. Or, c'est quand même ce qu'on fait, notamment en Afrique, parce que c'est ce qu'on sait faire. Et Bertrand serait d'accord avec moi, il y a tout un tas d'endroits où il n'y a rien à braconner. Et il y a pourtant plein de gens qui sont en train de faire de la lutte anti-braconnage. Et donc, on paye des gens à faire une activité qui ne sert strictement à rien, parce que soit il n'y a rien à braconner, bon, c'est comme ça, soit il n'y a plus rien à braconner. Et donc, de toute façon, ce qu'il y avait à braconner a disparu. Et donc, on ferait mieux de payer des gens à faire autre chose, c'est-à-dire de l'éducation, de l'accompagnement des populations, comme l'a dit Bertrand, enfin, d'autres choses. Investir cet argent plutôt que de le dépenser à fond perdu s'il n'y a rien à braconner. Donc, il faut aussi garder ces perspectives. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de lutte anti-braconnage, il n'y a pas besoin d'avions et tout ça, ce dont a parlé Bertrand. Mais dans tout un tas d'endroits, en vérité, il est temps de se préoccuper d'autres sujets qui sont aussi coûteux. Alors là, pour le coup, ça ne va pas faire forcément diminuer l'ardoise parce que c'est les plantes envahissantes ou les espèces envahissantes, parce que c'est plus de recherche, parce que c'est plus d'éducation, parce que c'est etc. Mais bon, l'ardoise braconnage peut éventuellement être un petit peu allégé. Bon, Bill Kissou, est-ce que je peux te donner la parole pour avoir quand même une jeune femme avec nous? Oui, bonjour à tous. Je fais pas partie de votre MOOC, mais j'ai reçu l'invitation. Et là, c'est juste pour apporter quelques éléments d'éclaircissement par rapport aux préoccupations du monsieur, le jeune Camerounais qui a parlé avant, parce que je suis un peu dans le monde de la conservation. Je suis promotrice d'un parc national depuis 17 ans bientôt au nord du Cameroun, ce qui fait que la thématique, ça me parle. Je vais pas entrer dans plus de détails. C'était pour lui dire que actuellement, au nord Cameroun, pour rester dans le nord, en matière de conservation, toutes zones confondues, zones de chasse et aires protégées, on a des projets qui appuient les services de la conservation. L'État seul ne peut pas suffire au jour d'aujourd'hui parce qu'il faut être éduqué, il faut comprendre déjà le pourquoi des choses pour pouvoir changer de politique ou de stratégie de gouvernance telle que c'était appliqué ou défini par Fligio à l'époque. Et il y a des ONG qui soutiennent la lutte anti-braconnage, qui ont compris qu'au-delà des aires protégées, il fallait s'intéresser aux zones de chasse parce que si on ne protège que les protégés qui ont un petit noyau autour de quel gravitent des zones de chasse, le résultat ne sera pas optimal parce que les animaux n'étant pas enfermés dans un enclos, quand ils passeront dans la zone de chasse, ils se feront tuer. Et on ne peut pas attendre de l'État qui vienne faire ce qu'il ne connaît pas. Donc, les organismes qui financent les projets de conservation, qui travaillent avec le MINFOF, qui est le cas du Cameroun, apportent beaucoup de moyens, définissent des stratégies là qui permettent aujourd'hui au gouvernement camerounais de comprendre que leurs moyens qu'ils utilisent sont dépassés. Et je sais qu'ils sont actuellement en train de travailler sur des nouvelles stratégies pour redéfinir les stratégies là qu'il faudrait adopter et appliquer dans toutes les aires protégées du Cameroun, pas seulement dans le nord et pas seulement dans les zones de chasse, ce qui apporte un résultat immédiat parce que quelque part, ils amènent les chasseurs, les tenants des IC à comprendre que leur façon de faire est en train d'être dépassée et que pour épouser le discours qui est appuyé par la Comifac de la conservation de la biodiversité, il faudrait que les chasseurs aient le même discours que eux, ce qui fait que ce n'est plus un problème d'un État seul, même si la politique à adopter resterait
propre à l'État. C'est un problème de gestionnaire, de tout ce qui intervient dans la conservation, tout ce qui exploite, même si c'est pour faire du business, il faut qu'ils comprennent que ce n'est plus un problème d'un État, c'est un problème international qui interpelle le monde. Et donc, pour ma part, pour rester dans ma zone, j'ai vu ces organismes qui appuient les services de la conservation se doter d'un ULM qui fait de la surveillance pour répondre, pour, je sais pas, argumenter ce que Bertrand a dit tantôt. J'ai vu ces organismes financer des micro-projets pour la conservation, intégrer les populations, conservation communautaire, comme il a appelé, développer les activités génératrices de revenus. Tout ça, c'est lutter contre le braconnage et aider à préserver la faune, l'air, l'eau et tout ce qu'on a évoqué. Et puis, à côté de ça, un autre truc que je voulais ajouter, c'est que j'ai oublié, je n'ai pas pris les notes, donc du coup, j'essaie de me reconnecter. J'essaie de me reconnecter. Ah oui, c'était pour revenir à la lutte anti-braconnage, parce qu'avant, Bertrand avait dit qu'on ne peut pas faire la lutte anti-braconnage sans les armes. Et j'avais une question qui était de savoir, mais dans les pays où le type de braconnage est en train de changer, où le braconnier n'hésite pas à tirer quand il voit, où ils sont armés, est-ce que ceux qui font la lutte anti-braconnage doivent continuer à aller comme ça bredouille? Parce que, par ailleurs, le gouvernement refuse même de donner l'autorisation aux organismes qui appuient les services de la conservation de se doter d'armes, d'armer les éco-gardes ou les gardes villageois, bref, ceux qui sont indexés pour la lutte anti-braconnage. Et les pertes en vies humaines sont plus observées du côté de ceux qui font la lutte anti-braconnage que du côté des braconniers. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils ont changé de stratégie, ils n'hésitent pas à tirer parce qu'ils savent qu'ils sont persona non grata. Et d'un autre côté, on a tous ces braves hommes et femmes qui luttent pour la faune et qui ont dit non, on n'a pas le droit de vous doter d'armes. Dans ces cas de figure-là, qui ne sont pas aussi à extrapoler partout, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui serait recommandé de faire? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de cas de figure des experts en lutte anti-braconnage qu'on voit aujourd'hui dans nos pays qui sont des anciens militaires. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément le schéma type qu'il faudrait adopter, mais ça, c'est à ces experts ou à ces conseillers qui soutiennent et financent les organismes de conservation ou qui appuient l'État de définir le profil d'embauche, le profil de recrutement, de dire ah non, voilà, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Donc ça, à mon sens, ce n'est pas où le problème se situe parce que peut-être il faut aussi de la stratégie militaire, mais pas forcément embaucher des anciens militaires pour faire de la lutte anti-braconnage. Donc, en gros, c'était juste pour apporter quelques éléments à mon compatriote camerounais pour lui dire que, contrairement à ce qu'il pense, les choses sont dépassées et que les taxes d'abattage, même s'ils sont reversés au trésor public, d'après ce qui est défini par la loi, au niveau des communautés locales, ils ne sont pas délaissés, ils reçoivent ce qui leur est dû. Sauf que c'est vrai, il faut redéfinir les stratégies et les choses sont en train d'être mises en place ou modifiées pour que ça réponde plus aux normes internationales ou ce qu'on observe ailleurs, des stratégies qui ont marché, même si tout n'est pas à adopter. Et que, voilà, on ne peut pas reprocher aux ONG d'être là parce que sans eux, il n'y aurait pas la prise de conscience au même niveau qu'elle est aujourd'hui. Bon, merci. Merci. Bon, ben, moi, j'espère qu'on te verra bientôt sur le MOOC, hein, parce que, bon, c'est le moment jamais, il faut en profiter. Et bon, et je laisse Bertrand réagir. Pas sur tout, parce que c'était long, et puis c'est des sujets dont on a parlé avant, mais peut-être… Oui, bon, en fait, bon, il y a beaucoup de choses, effectivement. Hein. Juste peut-être rebondir sur le point clé, c'est que c'est l'élévation du danger, hein, le danger qui devient important pour les gardes et pour les autres. Bon, il n'y a pas de recette miracle, hein, et on ne sait pas plus que les autres, mais moi, je dirais là où ça devient trop dangereux, alors sans parler de zones de rébellion, de guerre, hein, c'est généralement parce que la dissuasion n'est pas assez importante. C'est-à-dire que les braconniers, ils pensent que ce n'est pas dangereux pour eux d'y aller, quoi.
c'est pas dangereux, c'est eux qui vont gagner. Hein. Donc, c'est toujours la même chose. Quand le niveau de danger monte, il faut que ce n'est pas la réponse armée qui doit être plus musclée, c'est la dissuasion. Hein. Alors, par exemple, Maï disait qu'il y avait un ULM qui était là. Bon, et la réponse, c'est, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure que pour le Nord Cameroun, il fallait 10 avions. Donc, c'est toujours la même question. Quand on saupoudre les financements sur une grande surface, on n'a pas assez d'efficacité à un endroit. On ne protège pas suffisamment un endroit. Hein. Et quand il est bien protégé, cet endroit, parce qu'on a mis tous les moyens qu'il fallait, c'est le cas je vous disais, des Black Mamba tout à l'heure, on envoie une équipe féminine sans armes et ça marche très bien. Donc, on arrive à ce qu'on appelle, là, en anglais, c'est IPZ, en français, c'est les zones de protection intensive. Si on n'a pas assez de moyens, on met le paquet sur une petite zone. Hein. Et sur cette zone-là, il n'y aura pas de braconnage. Quand la situation va s'améliorer, on va pouvoir repartir et agrandir cette zone. Mais au moins sur cette zone, la dissuasion sera importante. Le braconnier va dire non, ils ont mis tous les moyens là-bas, ce n'est pas la peine d'y aller parce qu'on n'arrivera pas à braconner ou on va se faire tuer. Hein. Donc la réponse, c'est toujours augmenter le niveau de dissuasion. Si les financements sont insuffisants ou surtout si les ressources humaines sont insuffisants, on concentre sur une zone, on fait une zone de protection intensive à un endroit en y élevant la dissuasion. Donc la réponse, ce n'est pas on se bat plus, on tue plus, c'est on dissuade plus. Ok, merci. Bon, comme on ne peut pas passer toute la journée tous en ligne, malheureusement, parce que, encore une fois, on ne finirait pas. Et je crois que c'était très, très intéressant. Je voudrais vous rappeler qu'on prend les questions écrites. Donc, il y en a je suis obligé de couper la discussion parce que sinon, on ne finira jamais. J'ai bien compris qu'il y avait d'autres réactions possibles. Mais on prend les questions écrites et on y répond. Madeleine, que vous voyez à l'écran, là, sous le nom de IUCN, Protected Areas, eh bien, elle enregistre, elle va mettre tout ça en forme, elle le mettra en ligne, donc ça sera accessible sur la plateforme ou conservation et ailleurs. Enfin, ça sera tout à fait accessible et elle partagera le lien et on en parlera dans la prochaine NAPA. Donc, tout ça, c'est super. Et on répond aussi donc, aux questions qui nous sont transmises par écrit. Donc, continuez à le faire et puis demain, dans la journée, ça sera répondu et ça sera posté. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi participer là. Et puis, voilà, et tout le reste fonctionne. On a parlé beaucoup de choses. Je vous rappelle l'existence de Youth Conservation, qui est notre plateforme pour les enfants. On a parlé à un moment 2-3 fois d'éducation, parce qu'il faut commencer le plus tôt possible, et c'est exactement ça qu'il faut faire. Et là, il n'y a pas besoin d'armes, ni de patrouille, ni même du LM. Donc, ça tombe bien pour aller dans les écoles et former les gamins pour le futur. Donc, c'est quand même très important à faire. Et sur ces belles paroles, je voudrais laisser le mot de conclusion à Bertrand, qui a été super sympa de nous rejoindre ce matin et de participer. Donc, un grand merci. Et puis voilà, je te laisse la parole. Bon, écoute, merci Geoffroy. Surtout, merci de m'avoir invité et à Madeleine d'avoir organisé tout ça depuis Pretoria. Et moi, j'étais content de voir qu'il y avait surtout des patronymes d'un peu tous les pays. Hein. Tout le monde n'a peut-être pas pu se libérer un lundi matin. Il y en a qui travaillent, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Hein. Ce n'est pas forcément un horaire très facile. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir pu parler et voir un certain nombre d'entre vous sur les écrans. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt donc. Bon courage dans vos activités. Bye bye. Merci, au revoir. Bye.